Durant des siècles, on a considéré les dinosaures comme des lézards, par la façon dont on les appelait jusqu'à leur représentation. Et avec les progrès technologiques faits ces dernières décennies et l'arrivée de l'intelligence artificielle, on voit des articles qui apparaissent presque tous les mois. Et depuis le début de la paléontologie, on a fait des milliers de découvertes. Certaines anecdotiques et d'autres fondamentales, qui ont conduit à des milliers de questions et des centaines de réponses, et seulement à une dizaine de révolutions. Et parmi ces questions, il y en avait une qui revenait plus souvent que les autres. Et l'une d'entre elles fut de vouloir savoir si les dinosaures avaient des plumes. D'abord, faut définir de quoi on parle et faire la différence entre une plume et une écaille. Parce que même si en apparence elles ont l'air différentes, le gène responsable de la transformation plume-écaille se trouve à la fois chez les oiseaux et chez les reptiles. Parce que une écaille, c'est avant tout une plaque rigide qui sort de la peau, composée de kératine, c'est-à-dire la même matière que nos ongles ou de nos cheveux, qui sert à protéger ou à renforcer la peau. On en retrouve chez les poissons, les reptiles, les oiseaux, les mammifères et même chez certains insectes. Sauf que il y a presque autant d'écailles que d'espèces qui en possèdent. Si on prend l'exemple des reptiles. Sur un seul individu, on peut retrouver plusieurs types d'écailles. Sur le crâne et sur le dos, on va retrouver généralement des écailles pour protéger des blessures ou renforcer à des endroits exposés. Sur le ventre et sur les articulations, on va généralement retrouver des écailles plus souples et plus fines pour faciliter les déplacements. Et parfois, on peut retrouver des écailles spécialisées avec des mécanismes biologiques, comme celle du diable cornu, qui lui permet à la fois d'améliorer sa défense, mais aussi de l'aider à survivre dans un environnement désertique. Sauf que, selon l'endroit exact sur le corps, même si les types d'écailles sont similaires, mais la forme et l'épaisseur seront pas les mêmes. Faut rajouter à ça que, selon l'espèce de lézard ou de reptile, les écailles n'auront pas la même structure. Chez certaines espèces, les écailles vont se chevaucher tout le long du corps, alors que d'autres vont s'emboîter. Et d'autres encore vont former des patterns, plus ou moins réguliers, parfois sur tout le corps et parfois seulement sur une partie du corps bien spécifique. En sachant que, dans une même famille, cela peut changer, avec par exemple le gecko léopard ou le gecko de Madagascar. Et tout ça uniquement dans un seul règne animal. Bref, si les écailles sont polymorphes, les fonctions de base vont rester les mêmes, peu importe l'espèce. Renforcer, améliorer et protéger. Les plumes en revanche, c'est déjà plus complexe. Une plume se compose de deux grandes parties. D'abord un tube en kératine, lui-même divisé en deux parties. Et à partir du tube, il y a ce qu'on appelle un étendard ou une vexille qui compose le reste de la plume. Et selon à quoi elle sert, elle n'aura pas la même apparence. Les plumes pour le vol seront asymétriques et plus rigides, alors que les plumes pour les parades seront plus volumineuses, avec plus de couleurs. Et après on revient sur ce qu'on a vu avant. Selon l'espèce ou l'environnement, elles seront pas pareilles. Par exemple, les plumes du faucon pèlerin sont spécialisées dans la vitesse, alors que les plumes du harfang sont spécialisées dans la chasse. Du coup, les plumes ont beau être polymorphes, en comparaison aux écailles, elles vont avoir un plus large spectre d'utilité. Donc pour voler, pour garder la chaleur, pour garder la fraîcheur, pour intimider, pour les parades nuptiales, pour être plus silencieux ou pour être plus bruyant, pour le camouflage, et etc. Par contre, c'est un trait quasiment exclusif chez les oiseaux. Du coup, quand on revient sur les dinosaures, ou du moins ce qu'il en reste, c'est pas évident de savoir si les dinosaures ou les autres grands reptiles avaient des écailles ou des plumes. Parce que les fossiles et les restes de dinosaures, c'est pas vraiment des restes à proprement parler. La fossilisation, c'est un processus de minéralisation. Donc, quand un os ou une carcasse se fossilise, la terre garde l'empreinte et la forme, tandis que les os, eux, se transforment en roche. C'est pour ça que les fossiles sont des sources d'informations impressionnantes. Parce qu'on peut retrouver des os, mais aussi des carcasses, des traces, des empreintes, des restes de peau et des formes. Mais pour pleinement utiliser leur potentiel, faut qu'on les combine avec des créatures modernes. D'une part, parce que c'est ultra rare de trouver des fossiles entièrement préservés. Et ensuite, parce que en combinant les fossiles avec des animaux plus récents, ça nous permet de trouver des schémas qu'on pourrait retrouver chez d'autres animaux. C'est comme celui de pointillés. Il y a des formes qu'on va être capable de reconnaître grâce à ça. Si on prend l'exemple de l'Archéoptérix, on se retrouve vers les débuts de la paléontologie, environ 19e siècle. Grâce à son état de conservation exceptionnel, on peut voir deux choses. Son squelette en entier et les empreintes de plumes préservées. Et quand on le compare avec d'autres oiseaux plus modernes, avec une morphologie similaire, on peut en déduire pas mal de choses, comme son alimentation, son style de déplacement, le milieu dans lequel il pouvait évoluer, mais surtout des traits morphologiques comme la façon dont les plumes étaient attachées, et ça, c'est ce qu'on appelle le pygostyle. Et sur les os de Velociraptor, on retrouve aussi le même type de pygostyle sur leurs avant-bras. Donc si on retrouve ce type d'os sur d'autres dinosaures, c'est que c'était possiblement pour supporter des plumes, ou du moins quelque chose qui y ressemblait. Et je dis bien ressemblait. Parce que les dinosaures chez qui on a retrouvé des empreintes de plumes, ils avaient pas tous
des plumes. Une grande partie d'entre eux avaient aussi ce qu'on appelait des protoplumes, avec une structure beaucoup plus simple que les plumes. Les protoplumes, on peut les voir comme un différent type de plumes, parce que sur les dinosaures chez qui on en a retrouvé, ils n'avaient pas qu'un type de plumes, un peu comme les oiseaux. Certains dinosaures avaient que des protoplumes, et d'autres avaient les deux. C'est pour ça que parfois, on est obligé de se calquer sur les oiseaux modernes. Par conséquent, il y avait certainement des comportements qui devaient être proches de celui des oiseaux. Mais entre les périodes de temps, les différents changements climatiques et les extinctions de masse, les conditions n'étaient pas du tout les mêmes. Du coup, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est supposer de leur utilité par rapport aux oiseaux modernes. Par exemple, si on prend le harfang, qui vit dans les parties froides du globe, ses plumes lui servent à voler, à se camoufler et à se réchauffer. Alors que l'autruche, qui vit de base en Afrique, dans des climats plus chauds, voire désertiques, ses plumes lui servent à garder la fraîcheur, mais l'autruche ne vole pas et ne se camoufle pas en général. Donc, les plumes et protoplumes sur les dinosaures avaient certainement un intérêt dans la régulation et dans l'ajustement de la température. Mais là, on n'est plus sur un consensus scientifique. Le problème, c'est que leur utilité dépend majoritairement de où ils vivaient. Donc tout ce qui est lié à l'environnement, le climat et la géographie. Mais aussi de leur famille. Parce que tous les dinosaures avaient pas de plumes. Parce que, à la louche, il n'y avait même pas 30% des espèces connues qui avaient des protoplumes. Et pour ça, faut une vision d'ensemble. Les dinosaures, c'est deux grandes familles. Les ornithischiens et les saurichiens. Deux mots compliqués pour dire dinosaures oiseaux et dinosaures lézards. Parmi les saurichiens, il y avait deux grandes sous-familles. Les longs coups, donc brachiosaures, diplodocus, argentinosaures et titanosaures, tous des dinosaures à écailles, avec des plaques d'armure en plus, tous des herbivores. Et ensuite, il y a les théropodes, avec tous les dinosaures qui marchaient sur deux pattes. Donc avec le T-Rex, le Velociraptor, le Therizinosaurus, le Gallimimus et l'Archaeopteryx. Et là-dedans, on retrouve la très grande majorité des plumes. Mais c'est surtout dans cette famille qu'on retrouve l'ensemble des carnivores connus. Donc, sur les 5 grands archétypes de famille qui composent les dinosaures, seulement une famille contient l'ensemble des carnivores. Et c'est assez logique en fait. Dans la chaîne alimentaire, c'est plus facile de manger des plantes que de courir après des animaux qui ont eux-mêmes le choix entre courir ou se défendre. C'est pour ça que même aujourd'hui, il y a plus d'herbivores que de carnivores. Du coup, la grande majorité des dinosaures avaient des écailles. Mais c'est parce que les dinosaures qui avaient des plumes, c'était soit des prédateurs, des charognards ou des omnivores. Donc ouais, les dinosaures avaient des plumes. Abonne-toi.